Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. Vous le savez, nous nous retrouvons ici pour parler politique, société aussi, sociale, culture, sortie. Bonjour Cédric. Et Rutabaga. Et Rutabaga. Parce qu'on ne parle pas assez des On ne parle Rutabaga. jamais assez de Rutabaga, exactement. Nous avons comme premier invité Gaëtan Cognard, élu à la mairie de Toulouse, quartier Rennerie, Bellefontaine. Mireille, bonjour. Bonjour. On va aborder plusieurs thèmes avec vous, Gaëtan Cognard. Moi, j'aimerais parler... On va aborder d'ailleurs ces thèmes-là, voyons Alex, jingle, dans le cadre de Politique de et vous. vous. Exactement, c'est tout de suite. C'est le stress, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est de se revoir. Ça fait tellement longtemps que voilà, On va parler des quartiers, mais avant tout, j'aimerais qu'on parle de votre fonction. Parce que ce que je remarque, c'est qu'en national, les gens trouvent, aujourd'hui plus que jamais, que les politiques sont détachés de tout, qu'on a un président de la République qui parle de l'intelligence artificielle au moment où il se passe des choses incroyables en France, où on ne peut pas se chauffer, où l'eau est chère. Voilà, on voit les autres en face qui parlent de guerre, qui se passe ailleurs. On a l'impression qu'il y a une déconnexion du concret, mais pour ça, les élus locaux, eh bien, c'est une toute autre histoire. Comment on peut l'expliquer? Vous, au contraire, vous êtes plutôt apprécié. C'est parce qu'ils sont à portée de gifles. Oui. C'est peut-être pour ça. Mais c'est un peu ça. Alors déconnecté, je sais pas, mais effectivement, en tant qu'élu local, on le constate, et mes collègues maires de quartier, comme Jean-Luc Moudin, aussi maire de Toulouse, qui fait régulièrement des journées de quartier, et on est sur le terrain, et les habitants nous le disent, effectivement, qu'il y a une certaine déconnexion. Quand ils nous voient, j'étais pas plus tard qu'il y a encore une demi-heure avec une association, Les Invisibles, qui œuvre sur le quotidien du quartier Bellefontaine, eh bien forcément, ils voient la différence entre une certaine déconnexion des enjeux qui sont pas propres à leur quotidien, et nous, on s'occupe du quotidien. C'est du quotidien, de la place de parking qui ne va pas bien, de la voiture ventouse qui est là, bloquée depuis des semaines sur un parking, de la mise en œuvre d'un chantier d'insertion ou de la mise en œuvre d'un forum pour l'emploi pour que nos pitchouns puissent avoir des emplois. Très concrètement, oui, on est là sur le quotidien. Et ça, les habitants, je le pense, j'en suis même sûr, parce qu'ils nous le disent, nous le rappellent, et c'est plutôt apprécié. Mmh. Cédric? Mais du coup, vu qu'il y a cette place sur le terrain, vu que le travail est fait, comment ça se fait que ça avance pas ou que ça avance si peu vite? Alors sur quel sujet? Parce qu'il y a plein de sujets qui avancent. Sur quel sujet ça avance pas? Déjà, alors la place de parking, la voiture ventouse, nous on connaît un peu dans certains quartiers, ça donne l'occasion de rajouter du payant, hein, ça fait rentrer de l'argent au niveau de la mairie. Mais bon, moi j'ai de plus en plus l'impression d'une Toulouse qui perd son âme quelque part, en règle générale, où justement il y avait un mélange naturel qui se faisait. On est en train de plus en plus de dire attention, les quartiers. Moi, il y a un truc qui me fait délirer, par exemple, on en parlait il y a pas longtemps avec Alexandre. Si vous traînez sur des groupes réseaux sociaux pour des gens qui veulent s'installer à Toulouse, la première question qu'ils posent, c'est dans quel quartier on peut aller parce que ça craint pas. Alors, réponse, il n'y a aucun quartier qui craint à Toulouse. Si vous dites bonjour aux gens et que vous parlez avec vos voisins, c'est donc, est-ce que Toulouse n'est pas en train de perdre son âme? Alors, s'il fallait l'âme de la convivialité à Toulouse, non. Non, parce que même dans les quartiers populaires, et je suis d'accord avec vous, ça craint pas. Il y a peut-être des points qui peuvent être compliqués, mais je donne juste un exemple. Les violences urbaines qui ont eu lieu suite à la mort du jeune Naël l'été dernier, en 2023, pardon. Eh bien, à Toulouse, on n'a pas eu grand-chose. Aussi parce qu'il y a un tissu associatif, parce qu'il y a des échanges qui se font avec les habitants réguliers, parce que le tissu associatif est là pour canaliser, parce qu'aussi on s'engage pleinement à Toulouse pour les quartiers populaires, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas tant de problèmes et qu'il n'y ait pas tant de si grosse inégalité entre les quartiers toulousains. Donc moi je suis plutôt, cette convivialité existe encore largement à Toulouse. D'accord, donc la convivence est toujours présente. Donc, quand on voit partout, notamment chez certains médias, je salue Actu Toulouse qui nous écoute, que voilà, il y a de l'insécurité, que voilà, il y a des quartiers noirs et tout, machin, tout ça. Comme on dit en bon occitan, c'est du bullshit. Non, il y a des difficultés sur certains points, il y en a toujours. Enfin, faut pas nier les difficultés. Jeanne d'Arc, par exemple, il y a eu des soucis, hein. On peut pas dire que c'est un quartier dit sensible ou... Oui, c'est pour ça qu'il y a des points où ça peut être compliqué. Il y a eu Jeanne d'Arc, il peut y avoir aussi
Dans les quartiers, il y a certains endroits particulièrement qui peuvent être un petit peu sensibles, et encore tard le soir, Rennery, mais vous vous baladez, que ce soit à Bagatelle ou la journée, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problématique particulière. Mais de fait, il y aura toujours à un moment donné des endroits où ça sera compliqué. On a toujours des inégalités quand même dans certains quartiers populaires qui existent. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'emploi les plus précaires qui se retrouvent dans les quartiers populaires. L'objectif, c'est de réduire ça, bien sûr, mais aussi c'est d'instiller une idée différente des habitants des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vous le disent, si vous leur demandez, ils vont vous dire, mais on n'a pas envie d'avoir du misérabilisme sur nous. On a plein de talents dans les quartiers qui existent. En valorisant ces talents, nous, notre objectif aussi, c'est de faire en sorte de renforcer les capacités des personnes qui peuvent être talentueuses d'ores et déjà ou qui vont le devenir. Donc, il y a des difficultés, certes, on est là pour les réduire, mais à la politique de la ville et notre action dans un quartier populaire, c'est pas uniquement une vision misérabiliste en disant on va réduire les inégalités, en penchant un petit peu la tête sur le côté, en disant on va s'occuper de vous. Demandez aux habitants des quartiers, ils n'ont pas envie de ce misérabilisme-là. Ça, c'est faux. Et à Toulouse, on a plein de pépites. Vous allez en voir quelques-unes, mais on a Airbus, on a aussi des pépites dans les quartiers populaires. Et voilà, je pense qu'il y a de tout. Surtout que les gens de Toulouse et d'autour de Toulouse, je viens de Marseille, vous me faites rire. Quand vous parlez de l'isolement des quartiers, voilà, moi-même j'ai fait acheter il y a quelques années à Bagatelle. Enfin voilà, je voyais pas de problème plus que ça. Puis ce côté, on est excentré, ça marche pas. Tout est à un quart d'heure à Toulouse. Il n'y a pas de banlieue à Toulouse. Il n'y a pas de banlieue. Il n'y a pas de banlieue à Toulouse. C'est ça. Voilà, je vous parle en tant que témoin. C'est que je connais, moi, des villes où il y a des banlieues où c'est compliqué. En plus, il y a une mafia énorme où là, ça sort carrément même du maire ou de l'élu local. Là, on parle de national, voire d'international à une certaine époque et ça continue à la French. Donc voilà, c'est vrai qu'à Toulouse, c'est plutôt une ville un peu bénie, j'ai envie de dire, si j'osais dire, laïquement des dieux, quoi. Oui, mais ça ne se fait pas pour rien non plus. C'est-à-dire qu'il y a un développement économique certain. C'est aussi que le développement économique, Airbus, le TFC, le Stade Toulousain, qui sont impliqués fortement pour Toulouse, ils sont aussi impliqués pour les quartiers populaires. C'est important de le dire. C'est-à-dire que la politique de la ville, les quartiers populaires, concernent tous les Toulousains. Il y en a trop qui disent que nos quartiers populaires sont en lutte. Je leur laisse complètement. Je préfère faire en sorte d'intégrer les pépites toulousaines, Airbus, le Stade Toulousain, le Rose Festival, dans le contrat de ville, dans l'action que l'on mène avec tout le monde, au bénéfice des habitants des quartiers. Mais donner une certaine image et aussi montrer la valeur des habitants du quartier et de ces quartiers qui sont pleinement empreints de la convivialité. Comme nous, on pourrait faire à l'Occitan, justement, le normaliser et plus faire quelque chose qui fait que... T'es fou, si on fait ça, il y a des gens qui vont nous parler après, ça va pas le faire. Justement, moi, alors... vous parlez de l'importance de ce côté de montrer qu'il y a des... Mais est-ce que c'est vraiment important ? Je m'explique. Je veux dire, par exemple, vous êtes venu avec un entrepreneur. Moi, en face de moi, j'ai un entrepreneur. J'ai pas un entrepreneur de quartier. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a un storytelling, comme on dit en bon occitan dans le texte, qui est bâti, je dis pas forcément par les politiques, mais par la presse et tout ça, en mode, regardez, il était jeune, et puis regardez, il s'est battu, il a fait des choses et tout. Alors, peut-être que dans un monde idéal, qu'on soit un entrepreneur des Carmes, des quartiers populaires, que ce soit de n'importe quel quartier, effectivement, il n'y a pas de sujet. Ou dans le monde idéal, de la même manière, on se posera moins la question, et je l'espère, les questions de genre, c'est-à-dire que l'égalité pleine et entière des femmes et des hommes dans ce monde idéal. On n'y est pas tout de suite. Et je pense qu'à un moment donné aussi, de donner à voir que l'image des quartiers populaires, il y a aussi des personnes, des entrepreneurs issus des quartiers populaires aussi, parce qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs des quartiers populaires que d'entrepreneurs dans la plupart des autres quartiers, que ce soit en France ou à Toulouse. Et je pense que peut-être de passer par là pour dire, regardez, Rennery, Bellefontaine, Bagatelle, il n'y a pas que ce qu'on donne l'image de la Dépêche du Midi ou d'Actu Toulouse ou d'un autre journal, d'un fait divers, voilà, sans pointer. Il y a aussi tout un tas d'autres choses. Et on ne l'a pas assez dit. Donc effectivement, peut-être qu'il faut le dire bien plus en avant en donnant cette réalité-là. De dire, voilà, les quartiers populaires, mais il y a des talents, mais là, on va en rencontrer, vous allez en rencontrer, mais il y a tout un tas de talents et je pense qu'il faut passer par là, peut-être, un petit peu. Après, j'espère que dans 20 ans...
on se posera même plus la question, tu viens d'où, de Rennery ou des Carmes, ça changera rien. Justement, avant de voir sur les talents, alors on le sait, il y a eu une aide, ça c'est au niveau national, pour inciter les entreprises justement à aller s'installer dans les quartiers populaires et recruter dans les quartiers populaires. Il y a pas mal d'abus, il y a pas mal d'entreprises qui sont allées s'installer parce que les charges sont moins chères, mais qui recrutent pas forcément dans le quartier et qui vont le chercher ailleurs. Est-ce que là-dessus, vous, à votre échelle en tant qu'élu local, vu qu'on est quand même sur de la boîte privée, vous avez un droit de regard de pouvoir dire non mais attendez, au bout d'un moment, or je dis pas faut placer des quotas, parce qu'il n'y a rien de pire que les quotas, mais est-ce que vous avez un regard là-dessus? Alors on n'a pas de regard là-dessus très directement. Je crois que ça a été remis en question. C'était au 31-12 notamment. Est-ce qu'on est sur le même mode de fonctionnement, notamment sur les exonérations fiscales? Je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de regard dessus. On le constate, il y a eu des rapports sénatoriaux qui montrent que ça n'a pas été très efficace, parce que comme vous l'avez dit, ça n'a pas forcément bénéficié. Peut-être qu'il faudrait revoir cela, mais ça ne se joue pas à notre niveau, ça se joue au niveau local. Moi, si j'avais une préconisation, par exemple, pour inciter à avoir des entrepreneurs et faire de nos quartiers populaires un lieu d'innovation de demain, il y a des territoires ruraux, il y en a un en Ariège et puis un sur l'Est qui sont ça serait de faire des territoires zéro, entre guillemets, impôts, très resserrés, une dizaine d'expérimentations qui permettraient d'avoir des exonérations de charges fiscales, notamment pour tout ce qui est les ressources humaines, aussi sur les bénéfices pendant 3 ans, avec en contrepartie de se dire sur un zonage, comment on fait ces territoires zéro impôt, de se dire pendant 3 ans, soit vous êtes une entreprise de la tech, de la e-santé ou de tout ce qui est recyclage, pour pouvoir faire ces zones qui attireraient du monde, des mini Silicon Valley dans les quartiers, pour pouvoir dire, venez, il y a un intérêt, et pour pouvoir booster avec de l'emploi local autour, comme je dis, de la e-santé ou potentiellement de la technologie, et aussi vraiment le recyclage, parce que ça permet aussi d'avoir des métiers qui pourraient être au bénéfice du bac au bac plus 5, et ça pourrait être intéressant. Mais ça, c'est au niveau national que ça se gère. Je pense que d'avoir des ciblages comme ça, et pour changer ce storytelling, comme vous disiez, ça serait important, pour avoir une autre idée des quartiers populaires, d'en faire les quartiers où c'est là qu'on innove le plus. Mais je le dis, c'est aussi dans nos quartiers où souvent l'urbanisme et le logement que l'on fabrique, la ville que l'on construit, c'est le logement de demain, c'est l'urbanisme de demain dans nos quartiers. C'est ici que ça se joue. L'intérêt de décentraliser peut-être. Exactement. Ça, on a parlé sur une autre émission justement du fédéralisme. On va passer à la suite. Et on parle sortie, comme d'habitude. Cédric, ça fait plaisir parce qu'on retrouve quelqu'un qu'on aime bien. Ah bon? On n'a pas les hosts. Et là, on retrouve Léo de Pinquin, le papa Pinquin. De Pékin Express. Salut les gars. Salut les gars. C'est bon, on est passé par toutes les blagues. On est passé par tout. Non, là, on chauffe les pneus. C'est que l'échauffement là. Oui. Bon alors. Ravi de vous retrouver. Pour encore belles sorties encore. Et comme toujours, on est à Toulouse. Hein. On est à Toulouse. Ça bouge à Toulouse. Et c'est ça qui est plutôt cool. Et donc on va commencer avec une soirée au Zapata, la Magic Boys. Donc là on va plutôt parler à un public féminin parce qu'elles auront l'entrée rien que pour elles jusqu'à 23h avec un show des Chippendales. Donc une belle soirée pour mesdames. Et à partir de 23h, les hommes on peut aller les rejoindre. Il y a aussi des hommes qui aiment les hommes. Alors oui, mais sur l'agenda, c'est marqué comme ça, c'est que pour les femmes. D'accord. Donc après, la négociation se fait à l'entrée directement avec le staff, mais je pense qu'ils seront carrément ouverts et chauds pour faire rentrer tous ceux qui ont envie de voir ce show-là. Et à partir de 23h jusqu'à 4h du matin, on part sur la soirée. Voilà, donc ça c'est donc le 20 février à partir de 20h au Zapata, le Zapata qui est situé sur le complexe de Sesquières. Et à part justement le côté Chippendale, il y a une ambiance musicale précise ou c'est vraiment tout style? Ça c'est vraiment le show qui est de 20h à 23h. Donc là c'est un peu ces animations avec vraiment autour de ce show-là, du show Chippendales. Et à partir de 23h, on est sur un DJ généraliste. D'accord. Soirée DJ set avec un DJ généraliste. Sûrement DJ Brolens, qui est le DJ résident du club. Oui, Brolens, oui. Il est déjà venu ici, non? Non, pas ici, mais... Pas ici, mais c'est un super pote.
Il est génial. Il est génial, Très bien, on confirme. Et on part du coup le 21 février maintenant, donc le lendemain, à minuit cette fois-ci, au Bikini, avec un DJ set de Mandragora, qui est un DJ mexicain spécialisé dans l'électro. Et donc là, la soirée du coup au Bikini, une salle emblématique de Toulouse qu'on connaît tous pour sa qualité sonore et pour ses chats. Tu nous as beaucoup teasé à propos des chats. La viande. Du Bikini, il faudra nous expliquer un jour cette anecdote jusqu'au bout. Je peux la raconter vite fait avec Cédric, on peut la raconter. On devait aller interviewer, c'était qui C'était le Massilia Sound System, effectivement. Et on n'avait pas mangé. Et après, il y avait le spectacle, c'était compliqué. Et à un moment, il y a CRV. Non, c'était. Alors, c'est pas, il y avait spectacle après, ils font un repas le midi. Et nous, on avait fait interview, donc on n'avait pas mangé et tout. Et ils avaient fini le service, donc si tu veux, tous les restes, ils les mettent dehors dans une espèce de grande cassolette façon plat, paella, avec pour les chats. Et t'as tous les chats du coin et tout. Et moi, j'étais obligé de retenir Alex. Alex. Des morceaux de viande. Qui commençait à me regarder, à me faire miaou. Et j'étais là, non, tu ne vas pas passer et je pour les un voyais, chat. les chats énormes qui n'avaient pas besoin de tout ça, tu vois. Alors que nous, on avait. Et je voyais ça comme ça. Et voilà, les chats sont très bien nourris au Bikini. Voilà, mais quoi qu'il en soit. Les chats adorent aller au Bikini. Quoi qu'il en soit, du coup, le 21, ça sera bouffe mexicaine au Bikini. Exact. Voilà, je suis pas sûr qu'ils mangent de la paella, donc peut-être que les chats auront autre chose. Sur le 21 février, exactement, à partir de minuit, avec Mandragora. Et on passe du coup au samedi 1er mars. Cette fois-ci, c'est en boîte de nuit à l'Étoile Club. Là, c'est leur soirée de tous les samedis soirs qui s'appelle la 5 Star. Mais pour cette soirée-là, c'est la soirée do Brasil. Une soirée brésilienne. Do Brasil. Je savais que tu me ferais mieux que moi. C'est pour ça que j'ai envoyé. Je savais que tu allais le reprendre et que tu allais le faire mieux que moi. Gisèle, si tu nous regardes. Do Brasil. Excellent. Et donc là, pareil, pas mal d'animations. Des danseuses, des animations autour de cette culture-là, avec un DJ set toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Voilà, donc on a fini avec nos 3 événements pour ces 2 semaines à venir. N'hésitez pas à aller checker. S'il n'y en a aucun des 3 qui me plaît, comment je fais moi? Si je veux d'autres événements ou si je suis pas libre les 3 soirs, comment je fais? Eh ben, tu poses un RTT. Tu vas sur l'application Pinkin et tu vas voir qu'on a pas mal d'événements dans tous les styles musicaux, tous les types d'événements. Ça va du karaoké au DJ set, au concert. Il y a vraiment de tout ce que tu retrouves en fait dans des bars, restaurants, boîtes de nuit, salles de concert à Toulouse. Tout leur agenda est recensé dans cette application mobile et tu as même les filtres pour voir directement en fonction de tes goûts à toi. Et tu choisis ton jour où cette fois-ci t'es dispo. Et voilà, t'auras plus qu'à sélectionner ta soirée. Et tu peux même réserver directement parce qu'on met les liens des billetteries dans l'application. Ouais, en plus, si je me rappelle bien, si je veux montrer que je suis Team Pinkin, que je soutiens Pinkin, il y a même du merch, il y a moyen d'avoir des casquettes, des t-shirts. Exactement. Porter les couleurs de Pinkin. Avec grand plaisir. Ça fait toujours très chaud au cœur quand on voit des logos Pinkin dans la foule. Très bien. Et avec Oli, ça va? Parce que tu viens souvent sans lui, sans ton frère. Moi, je rigole parce que vous le voyez peut-être pas, parce que sous mon angle, c'est incroyable, c'est rigolo. Parce que c'est la première fois qu'on te voit sans casquette. Bah, peut-être qu'un jour, on aura le vrai Big Flo qui viendra. Nous présenter les soirées Pinkin. Ça sera calculé. Ça serait rigolo. Ça serait pas mal. Ouais. On est bon au niveau des dates. On est bon au niveau des dates, messieurs. Voilà, c'était tout pour moi pour ces 2 semaines à venir. Et pour le reste, je vous remercie. Pour le reste sur Pinkin, vous avez le choix dans la date. Exactement. Voilà. Très bien dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on continue dans Toulouse et vous, bien évidemment. Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle entreprise et nous avons aujourd'hui avec nous quelqu'un qui assure. Julien Mancoca qui est avec nous dans Toulouse et vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assureur. Je suis assureur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler juste... Alors, par quoi commencer? Donc, c'est les dirigeants du groupe Létis. Je sais par quoi commencer. Oui, dites-moi. Comment on décide de devenir assureur? Normalement, quand on est petit, on dit quand je serai grand, je serai pompier, je serai cosmonaute, je sais pas, vous avez été puni? C'est une véritable question puisque j'ai fait ce choix un peu par défaut. Je me suis retrouvé dans cette branche et un beau jour, j'ai rencontré une personne qui m'a demandé, viens, accompagne-moi dans ce métier. Et j'ai découvert ce métier, je suis rentré dans ce métier en 2006 et je n'ai jamais quitté. Donc j'ai fait un parcours dans une grosse compagnie où j'ai fait plusieurs métiers.
j'ai été chargé de clientèle. Donc, je suis rentré par l'apprentissage quand même, parce que ça, c'était important, parce que quand on sort des études, on ne sait pas trop ce que l'on doit faire. Okay. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer donc cette compagnie par tout simplement l'apprentissage. Donc, au fil de ce cursus, donc j'ai fait 2 ans de chargé de clientèle. Et après, j'ai su passer dans le domaine de la gestion de patrimoine, parce que le domaine de l'assurance que je réalise, c'est le domaine de l'assurance de personnes et non pas l'assurance de dommages. Donc, on travaille autour de tout ce qui concerne la protection sociale, c'est-à-dire on protège donc la personne, c'est-à-dire la mutuelle, la prévoyance, l'assurance de prêt, l'épargne. Donc, on fait un petit peu toute cette partie-là qui est un peu méconnue du marché, parce que quand on parle assureur, on parle souvent en fait de l'assurance de biens. Et donc, du coup, j'ai fait tous ces métiers pendant 13 ans, et ensuite j'ai décidé de créer mon cabinet en 2018, tout simplement. Eh ben, voilà. C'est un vrai gros parcours, couteau suisse un peu, justement, Exactement. pour connaître toutes les facettes du métier. Et c'était quoi le déclic? Parce que bon, on le dit souvent, justement, dans Business et vous, quelque part, être salarié, c'est facile, entre guillemets, même si c'est de plus en plus dur dans le contexte actuel. Mais sauter le pas pour devenir entrepreneur, on peut... Mais c'est souvent une décision la plus difficile à prendre, parce que le salariat, aujourd'hui, est dans un système où nous sentons à l'aise quand on est salarié, mais à un moment donné, quand on recherche la satisfaction du client, parce que c'est un petit peu ça, en fait, que j'ai voulu mettre en avant dans mon cabinet, et bien, à un moment donné, on est, je pense, tenté de pouvoir franchir le pas et de créer son cabinet, parce que là, on a la possibilité de travailler, mais comme on le souhaite, c'est-à-dire que le client est au centre du débat et ce n'est plus un numéro que l'on peut rencontrer auprès des grosses compagnies. Et donc, l'idée que j'ai voulu créer dans mon cabinet, tout simplement, c'est de pouvoir accompagner le client du début à la fin par rapport à toutes les étapes de la vie, tout simplement. C'est génial. Parlez-nous de votre groupe un petit peu. Alors, le groupe, donc j'ai démarré, donc comme je vous l'ai dit, en 2018. Donc j'ai ouvert donc une première entité donc dans le courtage en assurance. Donc nous travaillons avec une quinzaine de compagnies. Donc ce qui nous permet de pouvoir mettre en concurrence l'ensemble des compagnies pour justement délivrer un tarif et un service aux clients. Donc toute la partie protection sociale, comme je vous l'ai dit en préambule, donc regroupe plusieurs domaines. Donc tout ce qui est mutuelle, prévoyance, donc assurance de prêt pour le particulier, le pro et les TPE. C'est un sujet aussi très important. Mon travail consiste vraiment à accompagner les professionnels. Parce qu'un professionnel est souvent une personne qui est dans une démarche de développement d'activité et n'a pas forcément le temps d'avoir un interlocuteur qui soit proche de lui pour pouvoir répondre au mieux à ses attentes. Donc du coup, on travaille après sur la préparation à la retraite. Parce que la préparation à la retraite, c'est un enjeu économique, parce qu'on sait que les retraites, mais malheureusement, sont de plus en plus tronquées. On va pas faire trop de débats sur ce sujet, parce qu'on en parlait pendant très longtemps. Voilà. Et ensuite, donc, une fois avoir maîtrisé cette partie-là, donc en 2022, j'ai ouvert une entité immobilière pour répondre donc à la deuxième partie de mon métier de l'assurance, qui consiste à travailler sur l'aspect patrimonial. Quand on rencontre un client, nous lui délivrons donc des solutions de type assurance, mais ensuite on l'accompagne d'un point de vue patrimonial par rapport à son développement, donc de son patrimoine tout simplement. Donc du coup, on a été obligé de pouvoir ouvrir l'entité immobilière spécialisée dans l'ancien et dans le neuf. Et par rapport à ça, nous travaillons avec différents interlocuteurs de type donc experts comptables, qui sont souvent nos prescripteurs, notaires qui nous accompagnent dans la rédaction des transactions immobilières et dans les rédactions d'outils patrimoniaux que l'on peut mettre en place pour pouvoir préconiser des solutions globales aux clients. Et voilà, tout simplement. Et pour ça, nous sommes une équipe, nous sommes 5 aujourd'hui. Une personne dédiée à l'immobilier. Nous avons une collaboratrice qui est dédiée essentiellement à la partie back-office, parce que nous avons du back-office important, parce que quand nous avons un client qui nous sollicite pour une demande, il faut qu'elle soit traitée dans les meilleurs délais. Et nous avons après 2 personnes qui sont orientées dans le développement commercial pour justement développer notre clientèle, tout simplement, qui se développe au fur et à mesure du temps. Alors vous l'avez dit, vous avez commencé en 2018. Oui. Vous avez décidé de vous lancer tout dans l'entrepreneuriat. Alors 2019, il me semble qu'il y a eu un petit truc là, une petite grippette, un petit rhume des foins et tout, machin. Terrible. Quand justement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat à ce moment-là et qu'on se prend ça en pleine face, parce que bon, le Covid, personne l'avait vu venir. Hein, celui-là, c'est comment on le vit en tant qu'entrepreneur, et surtout dans votre activité, le Covid, ça a dû quand même. Le Covid pour nous, ça a été un élément, comme tout le monde, ça a été très difficile. Après, je pense que c'est une étape très importante dans la vie d'un entrepreneur, parce que très tôt, nous avons été confrontés aux problèmes
économique. Parce que le problème d'une entreprise, c'est pas tant de développer son activité, c'est de faire face en fait aux aléas qu'il peut y avoir au fil du temps. Surtout à la création. Surtout à la création. Quand on démarre, on a très peu de clients, même si on avait j'avais quand même pas mal de clients parce que ça faisait quand même 13 ans que je faisais ce métier, mais quand même, on était au démarrage. Et ce qui a été, par contre, un élément très important dans le développement commercial, c'est que nous avons donc développé notre activité par le biais de la prévoyance. Et donc, à ce moment-là, vous savez que beaucoup de personnes ont été donc en arrêt de travail ou malheureusement parce que le choc du Covid a quand même créé un traumatisme et voilà. Et donc si vous voulez, donc on s'est forcé à accompagner nos clients pour les rassurer, pour les accompagner dans ces démarches et c'est ça qui a permis en fait de développer et d'asseoir la solidité du groupe tout simplement. Alors moi, je dis souvent ici, je suis un peu le poil à gratter. Alors, en règle générale, les assureurs, quand ils nous font signer des contrats, il y a toujours les espèces de petites lignes qu'on voit jamais, qui fait que le jour où on a vraiment la galère, ils nous font ah non, perché, voilà. C'est pas sur le contrat. Mythe ou réalité? Alors, si vous voulez, ça c'est un sujet qu'il faut aborder. C'est le sujet très important et c'est la raison pour laquelle au sein du cabinet, j'ai mis en place très rapidement en fait le back office. Le back-office, c'est l'élément indispensable pour le développement du cabinet. Parce on va que peut-être préciser pour les gens qui nous écoutent. Un back-office, c'est quoi? C'est-à-dire que dès qu'un client me sollicite, il faut que quelqu'un puisse répondre à sa demande. Action-réaction. Action-réaction. Et il faut savoir que aujourd'hui, cette personne qui est dédiée dans l'entreprise a pour objectif de pouvoir répondre aux besoins du client. C'est-à-dire que quand je propose une solution à un client, je ne le laisse pas passer par la plateforme directement avec la compagnie. Nous travaillons avec 15 compagnies. Donc, si vous voulez, si chaque client devait appeler la compagnie en direct, malheureusement, ça serait assez complexe. Donc, du coup, nous prenons toutes les demandes du client et nous les transformons auprès de la compagnie. Et en fonction, en fait, de la relation que nous avons avec la compagnie, nous pouvons toujours, nous essayons au mieux de trouver des arrangements pour qu'on puisse répondre au mieux aux clients. Et ça, pour moi, c'est indispensable dans la survie d'un cabinet. Il faut qu'on puisse répondre au mieux et connaître vraiment les conditions de nos contrats pour tout simplement indemniser le client. Oui. Oui, ça c'est le plus important. On va continuer avec cliché. Un assureur, en général, si je viens le voir pour assurer ma maison, quand je ressors, il m'a vendu une assurance pour le chien que j'ai pas, une assurance pour le bateau que j'ai pas. Il m'a vendu un pack dont j'ai pas besoin. Mythe ou réalité là Alors aussi. Ça, effectivement, dans mon ancienne vie, c'était notre mission. C'est-à-dire que nous étions dans une démarche de multi-équipement. C'est-à-dire qu'il fallait systématiquement développer la multi-vente auprès de nos clients. Mais après, quand nous travaillons, quand nous créons notre cabinet, bien sûr, nous avons toujours l'objectif de pouvoir apporter une multitude de contrats à nos clients. Mais quand même, là, il s'agit en fait tout simplement de pouvoir répondre au mieux au client et de lui apporter la solution la plus adaptée. Parce que l'objectif n'étant pas non plus de surcouvrir le client, c'est de couvrir de façon adéquate pour pouvoir faire face aux aléas de la vie, tout simplement. D'être plusieurs, vous travaillez en équipe, comment ça se passe la partie humaine dans votre entreprise? Nous sommes plusieurs, nous avons donc, comme je vous l'ai dit, donc deux collaborateurs qui sont orientés dans l'aspect commercial, donc conquête. Une collaboratrice qui est orientée dans la partie immobilière, donc recherche de biens pour nos clients, puisque le cabinet quand même regroupe quand même 500 clients après, donc on a quand même pas mal de clients, entre 500 000 clients. Et après, moi, je chapeaute un petit peu les deux structures de façon à ce que toute l'organisation se passe très bien. Vous avez parlé de ce côté humain. Ce côté humain, il est important. Bon, je me doute que vu le nombre de clients, vous les connaissez pas tous. Mais donc, imaginons, moi, demain, je suis votre client. Bon, d'habitude, si j'appelle mon assurance, je tombe sur un service où j'ai quelqu'un qui fait très bien son travail, mais je ne sais jamais qui c'est et tout. Vous, est-ce qu'il y a ce côté proximité? Genre, vous êtes mon assureur, je vais vous appeler en vous disant, allô, Julien, bonjour, c'est Cédric, j'ai telle galère, j'ai tel problème, ou il y a tel truc que j'ai pas compris sur mon contrat. Exactement. C'est-à-dire que nous valorisons le lien. C'est-à-dire que les interlocuteurs sont au cabinet. C'est-à-dire que si vous avez une problématique, un document à fournir à votre comptable ou une indemnisation par rapport à un arrêt de travail, ce qui arrive régulièrement, vous passez directement en direct avec le cabinet et ensuite nous répondons mieux par rapport à la demande du client. C'est ça qui change et qui fait la différence entre le courtage en assurance et la banque ou l'assurance dans des gros groupes. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est le suivi client. C'est-à-dire que j'ai des clients que j'ai découvert en 2006 que je suis encore aujourd'hui. Et donc, nous mettons en avant vraiment le suivi et la proximité du client pour pouvoir se démarquer de la concurrence, simplement.
Oui, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable, surtout que l'assurance, c'est tellement notre vie en réalité, qui est entre vos mains un peu, même pas qu'un peu, non, c'est ça, totalement. complètement, qui a cette responsabilité-là. On en parlait pour les agents immobiliers. Beaucoup disent oui, c'est que des commerciaux. Non, il y a quand même une passion déjà que vous avez. En plus, au point de monter votre entreprise, vous entourez de collaborateurs, collaboratrices. Donc il y a ce côté-là. Vraiment que vous tenez à mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est particulièrement horrible quand t'appelles, t'as perdu des choses, enfin, tu perds tout, toi-même ça va pas, t'as des problèmes de santé, t'as besoin de ton assurance, et qu'on te dit appelez tel numéro, tu tombes sur une boîte vocale, quel est votre problème, tapez 7, enfin, voilà, et ça tourne, et puis après ça raccroche. C'est ça, c'est-à-dire que nous mettons en avant vraiment l'accompagnement, et comme vous le disiez, nous sommes un petit peu le médecin de la finance, c'est-à-dire que nous sommes là, nous accompagnons nos clients, nous voyons leurs enfants, nous sommes partie de la famille en fait. Et c'est ça qui fait la finance, c'est vrai, c'est ça. L'assureur de famille. C'est exactement ça. Et on repart dans les anciennes, dans l'ancien métier, en fait, qui était celui-ci. Et tout ça, mes confrères travaillent également de la même manière. C'est-à-dire que nous mettons vraiment en avant la proximité. Et c'est la proximité qui change vraiment tout dans notre métier. M'intéresse en assurance, moi. Vous l'avez dit, vous êtes parti d'un groupe, vous travaillez avec un groupe pour monter votre propre aventure. Est-ce que ça n'a pas posé problème à un moment donné? Parce qu'on va pas se mentir, dans votre métier assureur, c'est comme dans notre métier journaliste, il y a un truc qui est sacré, qui est le carnet d'adresses. Donc, dans l'absolu, quand on quitte un grand groupe, est-ce qu'on prend pas le risque qu'ils nous disent, oh Coco, t'es mignon, bon, toi, tu t'en vas, mais le portefeuille de clients, il est à nous, quoi. Après, j'ai eu la chance d'être dans un grand groupe qui quand même a conservé des valeurs humaines, qui m'a permis de pouvoir démarrer, qui m'a appris le métier et qui m'a laissé partir dans de bonnes, très bonnes conditions et qui m'a laissé en fait développer mon activité comme je pouvais le faire. C'est idéal. Donc voilà, j'ai eu la chance de tomber dans cette situation-là. Tout le monde ne tombe pas dans cette situation. Après, il y a toujours des enjeux économiques qui font que les départs sont plutôt parfois favorisés que d'autres. Donc du coup, j'ai profité de cette occasion pour pouvoir justement partir et créer mon activité de façon à ce qu'elle fonctionne aujourd'hui et comme est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui. Vous avez parlé d'apprentissage. Oui. Ça m'intéresse. Je savais pas qu'il y avait des apprentis. Voilà. Et l'apprentissage dans ce domaine. Tu veux domaine. devenir assureur? Et non, c'est important parce que j'ai mis l'accent dessus en premier parce que j'ai fait partie de la première session d'apprentissage en 2006, donc il y a à peu près maintenant il y a 19 ans. Et aujourd'hui dans mon activité, je mets toujours un point d'honneur à l'apprentissage parce que j'estime que il n'y a rien de pire quand nous sommes jeunes. Nous avons en fait un cursus scolaire pour lequel c'est très fou. Le milieu scolaire est très fou parce que bon, nous avons des compétences, mais nous n'avons pas la possibilité de les mettre en application. Et donc du coup, moi j'ai pris le challenge de pouvoir intégrer très rapidement des apprentis au sein de mon cabinet. Et je vous cache pas que c'est quelque chose que moi j'ai toujours eu une attache par rapport à ça. On m'a fait confiance quand j'étais plus jeune, donc je fais confiance maintenant aux jeunes qui arrivent, et je trouve que ça fonctionne très bien. Ah bien. Justement, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'assurance? Mais je leur dirais, prenez le courage de le faire. C'est une très belle aventure. Bien entendu, semé d'obstacles, il y a des angoisses, il y a des craintes. Mais le milieu d'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de très enrichissant. Et je le conseille vraiment à tout type de personnes qui souhaitent le réaliser. C'est une véritable aventure, très belle aventure. On parlait de ce côté crainte. Alors justement, vous le disiez, il y a un côté formation, il y a un côté accompagnement qui est nécessaire. On l'a vu, ça a fleuri il y a pas longtemps sur le côté agent immobilier, sur le côté coach, où on voit plein d'annonces. Vous n'avez aucune qualification, c'est pas grave, devenez agent immobilier et tout. Est-ce que vous craignez pas que ça un jour ça arrive sur le milieu de l'assurance, ou est-ce que c'est déjà le cas? Ça ne pourra pas arriver. Pour la raison très simple, c'est-à-dire que dans le domaine de l'assurance, il y a une réglementation très lourde. C'est-à-dire que pour proposer une solution d'épargne, aujourd'hui, il y a des organismes qui sont vraiment présents sur le domaine, qui ont pour objectif de pouvoir contrôler tout simplement le bon fonctionnement et les bonnes démarches afin tout simplement d'éviter cette problématique de pouvoir intégrer des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir arriver à pouvoir transformer donc les solutions en solutions durables. Parce que l'idée, c'est proposer un produit, tout le monde peut proposer un produit, mais le suivre dans le temps nécessite un certain nombre de compétences. Et aujourd'hui, la réglementation est tellement lourde que ce genre de choses ne pourrait pas forcément arriver. Alors sans toucher à votre secret professionnel, vous l'avez dit, vous mettez l'humain au centre du. Une anecdote peut-être, C'est énorme. On est connectés, on travaille ensemble depuis tellement d'années. T'as déposé la même? Je me suis dit après que Cédric ait parlé, je vais poser cette question-là. C'est génial, impeccable. Ouais, sans dévoiler les. Une anecdote. Mais dans ce métier, il y en a tellement d'anecdotes si vous voulez. Voilà, sachez que nous,
En règle générale, nous travaillons chez les clients. Donc voilà, nous retrouvons face à des situations qui peuvent parfois être surprenantes, mais toujours contrôlées. Donc, d'anecdotes réelles, là, j'en ai pas qui viennent à l'esprit, mais oui, il y en a eu, quoi. Oui, autant des choses qui ont pu vous toucher, quoi, que des choses rigolotes. Parce que il y a des choses qui sont très lourdes, qui sont très difficiles dans ce métier. Ouais. Il y a, quand on perd un client, parce que nous avons fait une faute professionnelle, c'est-à-dire, je m'entends, c'est-à-dire quand nous avons eu un manquement dans notre démarche, c'est quelque chose qui est dur à assumer. Et après, la deuxième chose, c'est quand nous perdons un client. Notre métier consiste à accompagner nos clients. Et le système de l'assurance, c'est d'indemniser en cas d'aléa. Quand nous avons un client que nous suivons depuis longtemps et qui vient à disparaître ou qui a une grave maladie ou qui est en arrêt pendant une longue durée, je ne vous cache pas que ce sont des moments qui sont quand même malheureusement difficiles, mais qui font partie de notre métier. Et notre métier a pour objectif d'accompagner justement l'ensemble de nos clients dans ces moments-là. Et je ne vous cache pas que c'est la partie la plus difficile. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est rare que ça soit « Ouais, chérie, tout va bien, viens, on va voir l'assureur. Voilà. » C'est ça, exactement. Ouais. Ah, des fois, oui, c'est pour des petits trucs. Ah, j'achète un petit truc, voilà, je vais l'assurer. Ce genre de choses. Que rajouter de plus? Peut-être, oui, donner l'envie, tu l'as déjà posé. Si, où c'est qu'on peut vous trouver? Ouais. Moi, j'ai mon cabinet qui se trouve au 45 avenue des États-Unis, au minimum. Donc, vous serez les bienvenus si vous souhaitez connaître et profiter de nos services. Vous l'avez dit, il y a le côté humain, vous êtes quand même, on va pas se mentir, on est sur une humanité, même pas 2.0, mais 4.0, ouais. Donc vous êtes présent aussi sur le net, sur les réseaux. Oui, je suis présent sur les réseaux, mais j'ai quelques travail encore à faire ce sujet-là. Mais oui, je suis présent sur les réseaux, je suis présent sur le net, j'ai un site internet, j'ai tous les éléments qui font et qui apportent en fait une certaine crédibilité dans notre métier. Parce que dans notre métier, je pense que c'est indispensable. C'est la raison pour laquelle j'ai une agence qui a pignon sur rue, c'est la raison pour laquelle j'ai un site internet, parce que il est important quand même de pouvoir montrer vraiment notre présence et voilà et être reconnaissable très facilement. On rappelle le site peut-être? Alors le site c'est letisassurance.fr. letisassurance.fr. Vous l'avez dit, ça peut nous faire une petite conclusion. On parlait de développement. Justement, vous travaillez dans l'état d'esprit humain. Est-ce que vous avez envie de vous développer encore et surtout à quelle limite vous avez envie de vous développer? Après, vous savez, je viens de vous dire que dans la vie, il n'y a pas de limite. Voilà. On a déjà fait le premier pas de pouvoir s'installer. Ensuite, je ne vous cache pas que ouvrir des franchises serait l'étape à venir. Mais d'abord, on structure notre cabinet. On met en place la réglementation qui est très lourde. Et une fois que tout ça sera mis en place, on développera donc l'aspect par le recrutement. Et ensuite, une fois que tout ça sera en place, on aura la possibilité de s'ouvrir par le biais de franchises dans différentes zones. En choisissant bien les collaborateurs. Ouais, exactement. Très important pour que justement ils continuent. Ce qui fait la spécificité de votre comme on dit en patois marketeur, step by step. Exactement. Voilà. Exactement. Julien Mankouka, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. De les assurances Litis et le site internet, on le rappelle, letisassurance.fr. letisassurance.fr. Merci d'avoir été avec nous dans Toulouse et vous. Merci beaucoup. Et on passe à la suite de Toulouse et vous, bien évidemment. Et on parle culture dans Toulouse et vous. Cédric, on est content. On est content parce qu'à chaque fois, on a qui avec nous? Notre rayon de soleil. Nous avons avec nous. Ce ciel pluvieux. Elle est un peu la Brigitte de nos Emmanuel. Voilà, alors là, je sais pas trop comment le prendre. De nos Kennedy. Parce que là, on va passer. Oui, alors bonjour. Pour avoir de regard. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Et comme d'habitude, t'es pas venue toute seule. Comme d'habitude. Là, aujourd'hui, je suis venue avec Lee Queen, qui est la reine du R&B toulousaine. Originaire de Guadeloupe, elle a passé son enfance à écouter du reggae et de la musique traditionnelle. En 2024, elle représentait les couleurs de l'Occitanie aux Inouïs du Printemps de Bourges, au Printemps de Bourges. Mais c'est inouï. C'est inouï. Je pense que ça vient de là, d'ailleurs, les Inuits du Printemps de Bourges. Encore un truc de Bourges. Ça fait donc un an que tu as représenté les couleurs de la région à Bourges. Ouais. Il s'est passé quoi depuis un an? C'est quoi tes actualités? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Depuis un an, on avance bien. J'ai sorti un projet, un EP, mon deuxième EP, Love Queen, en décembre. J'ai fait quelques scènes. J'ai été dans ma grotte à faire de la musique à Donf. Voilà.
Dans une grotte. Ouais. T'as des choses qui sortent récemment, qui sont sorties. Comme il y a mon EP qui est sorti il y a 1 mois et demi à peu près, et j'ai un projet en commun avec une autre artiste toulousaine où je laisse la surprise Ok. dans quelques mois. Bon, on attend de voir ça alors. Ouais. Sur scène, au Zénith du Oz, on t'a vu sur scène avec ton papa. Oui. Ça t'a fait quoi de partager un Zénith en famille comme ça? Qu'est-ce que ça fait? C'était l'un de mes objectifs. C'était dans ma to-do list de ma vie où je me suis dit, petite, un jour, je ferai une scène avec mon père. Et mon père devra jouer du tambour, donc du ka, le tambour de chez nous, de la Guadeloupe. Et j'étais hyper contente et hyper émue de l'avoir là. Il était tout timide. C'était la première fois que je le voyais aussi timide. Mais c'était un beau moment. Je le referai parce que c'est trop bien. Et en fait, donc là, du coup, c'est bon, t'as fini ta to-do list, tu peux arrêter ta carrière ou il y a encore beaucoup de choses dans ta to-do list? Il y a encore beaucoup de choses dans ma to-do list et petit à petit, Dieu merci, je coche des cases. Bon, passez sur Toulouse-et-vous, déjà, tu peux le je peux le cocher. Ouais. On a le droit ou c'est ton jardin secret, tu peux c'est pas... c'est mon petit jardin secret, j'aime bien. Allez, même pas j'aime bien le petit pour dévoiler. nous. On est gentil. Regarde, on fait la tête du chat mignon. Tu fais peur là. C'est vrai que je l'annonce quand la date arrive ou qu'il y a un truc qui arrive, mais oui, faire l'Olympia, le Stade de France, je rêve loin, ouais. Bah ouais, Ah non, mais t'as raison. Ouais. Des petites dates comme ça qui m'ont toujours inspiré. Des petites dates. Des salles, des grosses salles comme ça qui m'ont tellement inspiré parce que j'ai vu tellement d'artistes que je respecte par leur travail et j'aimerais un jour... Un petit Stade de France, ça étant sympa en prenant en première partie, je sais pas, des artistes émergents, Lady Gaga, Madonna, des gens comme ça. Des petits artistes sur des petites scènes. Ouais. Non mais pourquoi pas une première partie au Stade de France, c'est pas obligé que ça soit moi. Première partie de Jean-Marie Bigard. Pourquoi pas. S'il a encore envie d'ici là, c'est quand même mal barré. Alors, après cette gentille petite phrase, alors sur scène, toi, de toute façon, c'est un véritable show. Tu mélanges chant, musique, t'as une énergie de fou, c'est de l'assurance, de la sensualité, plein de choses. Est-ce que c'est un choix vraiment personnel pour t'épanouir, ou est-ce que tu t'es dit, je vais faire ce choix d'avoir beaucoup de danse, beaucoup d'animation sur scène pour plaire au public, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Ou est-ce que t'as pas du tout pensé à ça et c'est venu tout seul? En fait, c'est une passion. C'est une passion parce que depuis petite, j'ai toujours voulu être avec des musiciens. Et pour moi, le live, ça c'est les musiciens, quoi. Enfin, j'aime mon DJ, je l'aime trop, c'est mon frère. Mais pour moi, un live, c'est avec des musiciens. Et si je pouvais en avoir même 20 sur scène, un orchestre et tout ça, je serais très contente. Donc, avant tout, c'est une passion. Et la danse, j'ai commencé par la danse avant le chant. Donc, c'était pour moi normal de rajouter de la danse et que je danse aussi, qu'il y ait les chorégraphies, que ça soit assez millimétré pour faire vivre une expérience aux gens que moi j'ai aimé voir quand je voyais les Destiny Child, Michael Jackson, ce truc de waouh quoi. Comment il fait ça, comment il a fait ça, comment il a préparé ça et comment c'est si parfait. Alors que rien n'est parfait, mais ça a l'air parfait. Et moi, je me suis toujours dit que je ferais la même chose. Et c'est surtout pour moi, parce que je kiffe faire ça, quoi. Donc, en fait, de ce que tu nous dis, t'es une laborieuse. Il y a vraiment un côté travail très... Ouais, je suis très exigeante avec moi-même. J'aime quand c'est bien fait. J'aime quand tout le monde a la même passion et a le même but. C'est de s'amuser, Pour moi, je suis avec des artistes sur scène. Je suis pas toute seule. Mes musiciens, pour moi, c'est des artistes. Je suis fan d'eux. Mes danseuses, je suis fan d'elles. Pour moi, c'est des artistes et on fait qu'un. Et du coup, il y a une grosse énergie qui se passe. Et franchement, à vivre, c'est quelque chose, quoi. Alors justement, là, tu as un projet sous ton nom. Tu n'as jamais songé à monter un groupe dont tu serais juste une entité parmi les autres ou... J'y ai pensé. Hein. J'y ai pensé, mais j'ai pas été au bout de ma pensée. À mettre sur la to-do list. C'est ça. C'est vrai, hein. Ça peut être cool. On te compare souvent à Beyoncé, on t'appelle souvent la Queen Bee francophone. Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'aimes bien cette comparaison? Ou est-ce que tu voudrais complètement t'en détacher de cette comparaison?
J'essaye de m'en détacher parce que pour moi, Beyoncé, c'est Beyoncé et les queens, c'est les queens. Et j'aimerais aussi un jour qu'on dise à une petite fille, t'es la queen française ou autre. Mais en vrai, ça me fait plaisir du compliment, mais j'essaye vraiment de m'en détacher parce qu'on n'est vraiment pas pareil. On n'a pas les mêmes... on n'a pas la même culture, on n'a pas la même... oui, on est 2 femmes noires, mais on n'a pas les mêmes expériences. Moi, je suis avec du compas, du zouk. Elle, c'est américain, c'est beaucoup de gospel. On a vraiment 2 vies différentes et on est 2 personnes différentes. Et du coup, on fait 2 choses différentes sur scène, quoi. Donc, j'essaie vraiment de m'en détacher, mais franchement, je suis contente que on m'assimile à elle. Oui, il y a pire. Il y a pire, oui. D'ailleurs, justement, nous avons demandé à Beyoncé l'effet que ça lui faisait. On trouve le magnéto de suite si la régie veut bien. Je suis curieuse. Justement, des artistes qui t'ont marqué. S'il faut, j'ai volé une Non, vas-y, question qu'elle avait pas notée. du tout. Vas-y. Des artistes qui t'ont marqué vraiment. Ça peut être tous les styles de musique. Vas-y, même à la limite, surprends-nous. Morgan Héritage. C'est un groupe de reggae. C'est des frères et sœurs. Ils sont 5 ou 6. Et j'ai eu la chance de les rencontrer l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance de les rencontrer avant que le leader décède, à son âme. Et on m'avait invité pour la release party de leur album. Et c'est un groupe de reggae que j'écoute depuis vraiment bébé. Et c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de faire de la musique. Donc, ouais. Ça fait quoi quand tu te retrouves comme ça face à des gens, même si t'as l'habitude de la scène, t'as croisé des artistes, quand tu te retrouves face à des gens que t'écoutes depuis tout Gaffette J'étais timide. Je suis quelqu'un de très réservé et timide un peu, mais des fois je suis un peu folle. Mais là, j'étais silencieuse. J'étais contente de lui serrer la main. J'ai pris des photos, j'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec l'un des leaders. Et j'ai même appelé mon père, parce que c'est mon père qui m'a fait découvrir ce groupe. Et je l'ai appelé, et comme il est soignant, j'ai dit, papa, arrête tout, je suis avec Morgan Héritage. Et mon père, il était hyper... Il sait pas parler anglais, donc du coup, il était là... c'est qui le gars qui a la grosse voix? Et je lui ai dit, c'est lui. Et il était là, il rigolait, mais il savait pas ce qu'il disait. C'était trop drôle, mais c'était émouvant. C'était émouvant. C'est beau ce lien, ton père, ça aurait pu être. Ouais, papa, et toi, tu bosses pas chez Morgan Héritage. Voilà, mais non. Non, je voulais qu'il vive ce moment avec moi, même s'il était pas là, c'était sur Paris. Et t'étais silencieuse, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Quand tu la connais un petit peu, je dis. Au début, j'étais silencieuse. Ouais, c'est vrai que tu me connais en mode. Mais de les voir, pour moi, c'était waouh, quoi. Donc, tu retiens, en fait, faut une photo de Morgan Héritage. Si tu vois qu'elle t'écoute pas, quand vous êtes en train de. Tu tombes la photo. C'est beau à savoir, ça. Est-ce que tu as déjà fait des sacrifices pour ta carrière musicale et quel est le plus grand sacrifice que tu aies pu faire au profit de ta carrière musicale? Sacrifice Pas encore. Pas encore. Ouais, pas encore. Pour l'instant, je suis prête à en faire? Ouais, je suis prête. Je suis prête à déménager. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je laisse ma mère et mon père. Je suis prête à déménager. Mais pour l'instant, j'ai pas encore fait de sacrifice. Tout est là, tout se passe bien. Quand il faudra le faire, je le ferai. Tuer un chat. Un pigeon. D'un comme pas. Un pigeon. J'ai une dernière question, un petit peu marrante. Si ta musique était un cocktail, quel serait l'ingrédient secret? Quel serait l'ingrédient secret? Waouh. Le gingembre. Ah ouais? Pourquoi? C'est sensuel. Ah. Enfin, pas la forme du gingembre. Pas la forme, mais ça picote, quoi. C'est... Ah, puis on lui prête des vertus aphrodisiaques. Complètement. Ouais. Absolument. Donc ouais, le gingembre. Pour le côté... 3 fois par jour. Ouais, pour le côté aphrodisiaque et le côté sensuel et qui pique. Ouais, j'aime bien. C'est féminin. Qui est tout tordu et tout moche. C'est vrai que c'est moche. Hein. C'est bien d'aller c'est tellement moche alors que non, mais c'est vrai. Tellement moche. Alors que c'est bon et que ça te procure des... Oui, effectivement. Tu vois? Non, mais ça a plein de vertus en vrai. Il n'y a pas que l'aphrodisiaque, tout le monde la connaît celle-ci, mais pas que. C'est très bien pour la voix, ça m'aide beaucoup tous les jours. Et pour la fatigue aussi. C'est vrai quand tu dois bosser le soir un peu tard, tu prends des petits shots de gingembre là, ça fait vraiment du bien. Sans falloir, parce que moi le café, je supporte pas le café, par exemple.
Et ça a vraiment plein de vertus hyper bénéfiques. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on vous prévienne à l'avance. Moi, ça me l'a fait une fois avec la ginger beer, là, l'espèce de truc. C'était juste avant un direct, il y avait que ça au frigo de la radio. J'ai pas fait gaffe, j'ai attrapé le truc et tout, machin. Avant de passer en antenne, avant de passer en direct, tu te mets un gros shoot de ginger beer dans le... Et là, t'as du mal à reprendre le micro. Ah, tu parles. Mais qu'est-ce que... Ah, ça pique, hein. C'est... j'ai plus de questions. Si vous avez des questions, on a parlé, mais c'est bien de parler de toi, mais si on t'écoutait un peu. Allez, pourquoi pas. Allez. Et tu viens ton papa et ta maman. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Peut-être les appeler. Je vais vous chanter un titre qui est issu de mon dernier EP. Voilà. Eh ben, on t'écoute. Vous allez l'entendre? Normalement, oui. Normalement, oui. Non. C'est souvent après ce que tu fais que je me pose des questions. Je me demande si je réfléchis encore ou je passe à l'action. Baby, faut pas arrêter dans ma tête. Tout plein de suppositions, faut que je m'arrête. Baby, je pense vraiment avoir besoin de ces questions. Si j'y retourne encore, un amour sans départ, avancer avec des doutes freinés par mes peurs. Tu me demandes si je vais bien, tu sais très bien comment je fais, ouais. Dans la ville, ouais, je tourne en rond, tu sais très bien que... Tu me demandes si je vais bien, tu sais très bien comment je fais, ouais. Dans la ville, ouais, je tourne en rond, tu sais très bien que je tourne en rond. Pour t'aimer, tu me connais. Pour se déchirer, on se connaît. On s'est mis bien il y a des années. On voulait y croire, mais baby, pourquoi toutes ces questions qui viennent sans réponse? Chacun a fait sa vie, mais pourtant on est là sans raison. Je connais par cœur même les détails. J'ai jamais vraiment voulu te... C'est avec le temps que mon cœur s'est calmé. Oh, oh. Baby, je laisse le ciel remettre les choses en ordre. Si je décide de revenir en air, c'est pour la bonne cause. Tu me demandes si je vais bien, tu sais très bien comment je fais. Dans la ville, ouais, je tourne en rond, tu sais très bien que je tourne en rond. Tu me demandes si je vais bien, tu sais très bien comment je fais, ouais. Dans la ville, ouais, je tourne, ouais, je tourne, ouais, je tourne, ouais, je tourne. Yeah, bravo. Ça fait du bien, hein. Oui. C'est mieux sans le casque, on a moins chaud. C'est mieux. Merci. Donc on l'a dit, de l'actu de prévu, bientôt une sortie avec un gars surprise, des dates peut-être, sinon des endroits où on peut te retrouver, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, I am Lyquin, IAMLYKUIN. Sur TikTok, pareil, c'est le même nom.
Bientôt, je serai à la Halograin. C'est quand déjà? Le 12, le 17 juin. On a le doute, vous y allez les 2 dates. Dans le doute, vous me M'embêtez pas. demandez. Et dans le doute, Hop tu là. vas toi les 2 dates, parce que c'est quand ça arrive le 17, ils sont là, ben non, désolé. Bien Je crois que c'est négocié. le 17. Je serai au... Non, c'est le 17 mai. Je serai au Bolégason avec un projet orchestre à l'école, financé par la SACEM. Et puis le projet avec l'artiste surprise bientôt. Chouette. En fait, le truc, c'est que l'artiste s'appelle vraiment Surprise. On est là. Le 30 du siècle. Alors, on a un artiste surprise, c'est qui? Ben, c'est Surprise. Surprise. Voilà. Ok, avez voulu nous le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eh dans bien, Tous merci les à Égaux. vous. Merci beaucoup, Mina. Merci. Au revoir de regard, ça s'affiche de toute manière partout sur les écrans. Bien sûr. Voilà, et d'ailleurs, si on n'a pas noté sa date et qu'on n'a pas noté ses réseaux sociaux, retrouve on peut sur retrouver Regard. tout ça sur Regard. Où c'est qu'on vous trouve, Regard? Regard, nous, on nous trouve sur le site, on tape dans Google Regard. Alors, il faut bien mettre un T à la fin, sinon ça marche beaucoup moins bien. Et c'est pareil, Regard a une page Insta avec nos 4 marques différentes. Nos 5 marques maintenant, parce que maintenant on fait du spectacle vivant, on ne fait plus que de la musique. Donc il y a les pages Blaster, De Nuit, et puis je sais plus les autres. Enfin, je sais plus. Si, mais attends, faut que je les retrouve quand même. Attends, on recommence. On fera Non, mais c'est une devinette. En fait, Alors, voilà. Quelles sont les 4 marques et les 5 marques de Regard? Oui. Non, on leur fait Non. quand même, on leur fait. Donc, Regard à 5 marques. On a Mapoule pour le spectacle vivant. On a Blaster pour tout ce qui est hip-hop rap. Riff pour tout ce qui est metal rock. On a De Nuit pour tout ce qui est club, électro, techno. Et on a la marque Cosmo pour tout ce qui est un petit peu Dans l'espace. dans l'espace. Musique du monde, un petit peu jazz, un petit peu jazzy. Tout ça, ça se Ah, retrouve trop dans bien. Cosmo. J'ai cru que c'était un Donc, truc on de retrouve ça bourgeoise sur, qui buvait du Cosmopolitan. Ah, mais c'est Bah, ça vient un peu de ça, ça vient un peu Oui, du oui. cocktail, ça Ça. vient un peu de tout ça. Donc, on retrouve ça sur Instagram et sur le site de Regard sur Google. Merci beaucoup, Mina, merci. Et c'est la fin de Toulouse et vous pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Mais ça a fini. Ah, c'est terminé. Moi, je veux pas. Abonnez-vous à la On chaîne continue. YouTube On de continue. l'émission, Encore. Instagram et Facebook aussi, et LinkedIn aussi, Voilà. et tout ça. Et Merci. MySpace. Et MySpace, et merci aux équipes techniques, bien Envoyez-nous évidemment. un caramel, oui, on remercie toute l'équipe de la Redbox. Caramel. Voilà, pour tout le support technique et surtout pour arriver à nous supporter. Bravo, oui, c'est pas franchement, on les facile. applaudit. C'est Bravo. bon, bravo. Bravo. Allez, à très vite pour un nouveau numéro de Toulouse et vous.